Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Le gouvernement a hâte de passer à autre chose que le budget. Mais notre premier invité, Éric Coquerel, président LFI de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, espère que le gouvernement sera censuré, à moins qu'au contraire, Sébastien Lecornu ne puisse rester jusqu'à la présidentielle. Je recevrai ensuite Agnès Pannier-Runacher, députée Renaissance du Pas-de-Calais, qui a aussi été ministre à l'économie, à l'écologie, à l'agriculture. On accueille d'abord notre premier invité, Éric Coquerel. Bonjour, merci d'être sur le plateau de Dimanche en politique aujourd'hui. Bonjour. On va commencer par l'actualité de ce dimanche qui nous emmène aux États-Unis. La mort d'un Américain de 37 ans à Minneapolis. Les policiers lui ont tiré dessus au moment où il filmait l'intervention de la force anti-immigration créée par Donald Trump à Minneapolis. Minneapolis, un homme est projeté au sol, puis maîtrisé par un groupe d'agents fédéraux, masqués et cagoulés. Alors qu'il se débat, un premier coup de feu, suivi par une dizaine d'autres. Très vite, les rues s'enflamment et les manifestants prennent à partie les agents fédéraux dans cette ville déjà régulièrement secouée par des manifestations, notamment depuis la mort de René Good il y a 2 semaines. Le maire de Minneapolis appelle au départ de ces agents fédéraux. Président Trump, c'est un moment où il faut se comporter en leader. Rétablissons la paix. Mettons fin à cette opération. De son côté, le ministère de la Sécurité intérieure a partagé une photo de cette arme semi-automatique et affirme qu'elle appartenait à l'homme tué qui aurait violemment résisté avant d'être abattu. Donald Trump, lui, rejette la faute sur les élus démocrates locaux. Le maire et le gouverneur poussent à l'insurrection avec leur rhétorique pompeuse, dangereuse et arrogante. Laissez nos patriotes de l'ICE faire leur boulot. La semaine dernière, il avait déjà menacé d'utiliser une loi d'exception contre les manifestants à Minneapolis. Éric Coquerel, vous dénoncez souvent à la France Insoumise les bavures policières en France. Là, vous diriez que c'est un autre cran encore qui a été franchi aux États-Unis ? Oui, incontestablement. Là, on connaît le début de l'histoire, on ne connaît pas la fin. Je dis ça parce que des milices du type de ICE qui sèment la terreur jusqu'à tuer tout opposant, on a connu ça par le passé dans des États qui sont devenus totalitaires. Et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui aux États-Unis. Moi, je voudrais dire une chose, c'est que Donald Trump, finalement, a une certaine logique. Quiconque met en péril le droit international pour s'en prendre à d'autres peuples, au bout d'un moment, met en péril l'état de droit pour s'en prendre à son propre peuple. C'est exactement ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France ? Non, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France en termes, j'allais dire, de cran. Par contre, il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention. Moi, ce que je remarque, c'est que pour commencer à s'opposer, à dénoncer ces opposants, au départ, c'était les antifas. Puis maintenant, vous remarquerez que en réalité, ça va des démocrates à l'extrême gauche. Comment il les a qualifiés ? Il les a qualifiés de terroristes. Et au nom de cela, eh bien, vous pouvez, du coup, enfreindre l'état de droit et considérer aller jusqu'à... Parce que j'ai remarqué une des phrases qui a été sortie là, pour justifier la mort de cet homme de 37 ans, ça a été de dire, au départ, qu'il était armé, bon, c'était pas le cas, et puis ça a été de dire que les policiers craignaient pour leur vie et finalement, on fait état de la légitime défense. Ça ressemble quand même à la présomption de légitime défense que cette semaine, les députés républicains ont voulu faire passer à l'Assemblée nationale avec l'accord du gouvernement. Donc, autrement dit, il y a une dérive trumpiste en France, vous voulez dire ? Oui, il y a une dérive trumpiste. Alors, on n'est pas évidemment dans le cas d'un régime trumpiste, mais n'empêche, attention à ne pas donner nous-mêmes les éléments qui pourraient servir ensuite à ça par la suite, c'est-à-dire disqualifier tout le monde en les traitant de terroristes, comme c'est des terroristes, c'est normal que vous agissiez par la force si c'est des terroristes, et puis en même temps, commencer à donner des moyens, à un moment donné, à des polices dont on voit bien qu'on pourrait le regretter. Mais je vous le répète, je considère pour l'instant que, évidemment, nous ne sommes pas là. Maintenant, ce qui se passe un peu partout dans le monde, c'est des régimes qui s'extrême droitisent de plus en plus, et malheureusement, les États-Unis, on voit bien l'impact que ça peut avoir pour les États-Unis et pour le monde. Le gouvernement espère en tout cas bien que le budget 2026, qui traîne depuis des mois, soit voté d'ici la fin du mois, là de janvier. Les premières motions de censure contre le budget du gouvernement ont été rejetées avant-hier à l'Assemblée nationale, à 19 mois près, pour celles qui avaient été déposées par l'ensemble de la gauche, hormis le Parti socialiste, en attendant les prochaines. Dans le contexte international de danger qui est celui de la France et de menace d'une guerre commerciale, il ne serait pas sérieux de faire tomber un gouvernement et de laisser la France sans budget. Députés de l'opposition qui ne voteriez pas la censure, il ne s'agirait pas d'utilité mais de complicité que la population paierait par 18 mois supplémentaires de politique macroniste. Voilà pourquoi, collègues, je vous invite à censurer ce budget et ce gouvernement. Partir, c'est chuter. Je vous le dis, dans ces conditions, rester, c'est pire, c'est déchoir.
Or, tout aurait dû vous conduire à démissionner. Je vous exhorte, mes chers collègues, votez la censure. Pour l'adoption, 269. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Et le résultat des prochains votes de censure sera rigoureusement le même que le premier. Les députés ne sont pas des girouettes qui changent d'avis d'une minute à l'autre et vous n'aurez pas 10, 15, 20, 30 députés qui vont changer d'avis. Voilà donc pour la parole du Parti socialiste qui n'a pas voté la motion de censure. Une deuxième va être débattue mardi. Vous ne pourrez donc visiblement pas compter sur le renfort, une nouvelle fois, des députés socialistes, à moins que vous ayez une botte secrète pour les convaincre. Non, mais je remarque que 5 d'entre eux ont voté la censure. Oui, mais il en faut 19. Oui, j'entends bien. 5 d'entre eux ont voté la censure, et dans les précédentes censures, à certains moments, il y en a eu un peu plus qui l'ont voté. Donc j'en appelle à eux. Par exemple, j'ai une députée en Seine-Saint-Denis, socialiste. Elle a voté déjà la censure. Bon, elle ferait mieux de imiter, pour respecter son mandat, c'est-à-dire le mandat du nouveau Front populaire, de voter la prochaine censure. Et un par un, comme ça, 19, c'est pas beaucoup. Hein. Le gouvernement attendait à plus. C'est pas beaucoup et c'est beaucoup quand même. Un par un, on a y compris quelques voix récupérées du côté du groupe communiste, quelques voix récupérées du côté du groupe écologiste. Mais ça va être quoi vos arguments ? La menace de dire vous ne remplissez pas votre mandat du nouveau Front populaire. C'est pas ce mandat, c'est laisser 18 mois de plus de politique macroniste qui est catastrophique pour le pays. Est-ce qu'on a les moyens, est-ce que ce pays, notre peuple, a les moyens de supporter 18 mois de plus une politique qu'il a battue dans les urnes en juillet 2024 ? Est-ce que des gens qui ont été élus pour s'opposer au macronisme ont la légitimité de ne pas le censurer et finalement de le soutenir ? On entend votre argument, mais est-ce que vous pensez que ça va suffire pour faire tomber le gouvernement Lecornu mardi ? Vous savez, moi je pense que les batailles perdues, c'est celles qu'on mène pas. Donc je vais le tenter. Vous avez raison de dire 19 voix, c'est encore beaucoup. J'ai entendu la pression que met M. Baumel pour qu'aucun député socialiste n'enfreigne la règle, mais maintenant on va le tenter. C'est pas le scénario le plus probable, j'entends avec vous, mais n'empêche 19 voix, c'est pas beaucoup. Donc même M. Barnier a dit qu'il éventuellement, il censurerait ce gouvernement. Oui, mais il ne l'a pas fait. Il dit, mais il ne fait pas. Pour l'instant, il l'a dit après. Vous pourriez aussi avoir des renforts du côté des Républicains. Et moi, je prends tout renfort qui est possible à partir du moment où il faut faire tomber une politique qui n'est pas bonne pour le pays, parce que c'est ça le problème. Ce budget est une catastrophe pour le pays. Donc on va y revenir. Mais en clair, mardi, Sébastien Lecornu tombera. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit mardi, vous allez voir que l'écart va se réduire. Et puis n'oubliez pas que vous avez une troisième motion de censure quand ça va revenir du Sénat. Avec tout. Donc on a encore 2 chances et on va mener la bataille jusqu'au bout. Si on la perd, c'est dommage pour le peuple, c'est dommage pour le pays. Mais j'allais dire que ceux qui, dans ces cas-là, auront servi en réalité à soutenir le gouvernement, seront complices, comme je l'ai dit, eh bien, à mon avis, seront sanctionnés par la suite par les électeurs. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Notamment municipal. Notamment municipal, mais plus encore après. C'est-à-dire qu'il y aura une censure au municipal si nous n'avons pas obtenu la censure de tous ceux qui ont organisé ce budget et tous ceux qui ont permis qu'il passe, c'est-à-dire y compris les alliés objectifs que sont le groupe socialiste. Le budget va repasser au Sénat, vous l'aviez dit, où la droite est majoritaire. Les sénateurs, eux, ils tiennent absolument à un déficit limité à 5%. Est-ce que vous y tenez aussi ? La question, c'est pas tant le déficit à 5% ou pas. Ce que moi je tiens, c'est qu'on arrête de faire payer aux Français la note des ultra-riches. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pour bien comprendre, je vous le fais rapidement. Depuis 2017, ce qui baisse, c'est les recettes. C'est-à-dire on a perdu environ 3 points de recettes par rapport au PIB. Et la plupart du temps, c'est parti en cadeaux fiscaux à des ultra-riches qui, aujourd'hui, ne payent presque plus d'impôts sur le revenu et payent moitié moins d'impôts que la plupart la moyenne des Français dans ce pays. Et donc, on n'y touche pas, ce budget n'y touche toujours pas, et on dit c'est les Français qui vont régler la note avec des baisses dans les différents ministères, avec des coûts budgétaires importants. Ça, ce n'est pas acceptable, c'est pas supportable, c'est mauvais économiquement, et c'est pas normal que nous payions tous la note de ces cadeaux fiscaux. Alors dans ce budget, il y a quand même les 300 plus grosses entreprises qui vont continuer à payer l'impôt exceptionnel sur les bénéfices qui devrait rapporter à peu près 8 milliards. Le président du MEDEF, Patrick Martin, estime que ces taxes vont empêcher des investissements et que donc ça retombera sur les plus petites entreprises avec lesquelles il travaille. Vous prenez ce risque ? C'est un aveu ce que fait M. Martin, parce que moi, il y a longtemps que je dis qu'en réalité, tous les bénéfices, toutes les dividendes, on a encore battu le record d'Europe, des dividendes cette année pour les grandes entreprises. En réalité, ces bénéfices, il le fait sur le dos de tout le monde. Des salariés, mais aussi des PME, des TPE, qui sont obligés finalement de baisser leurs marges, etc., pour satisfaire les donneurs d'ordre que sont les grandes entreprises. Et là, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit, si on nous oblige à payer plus d'impôts, eh bien, on ne va pas le prendre sur notre propre marge, sur nos bénéfices qui sont exorbitants, mais on va le prendre sur le dos de toute la population, de tous ceux qui produisent des richesses. Bon, je trouve que c'est une bonne définition d'espèce de capitalisme que nous vivons aujourd'hui. Mais c'est un risque, Non, mais c'est un risque. Mais peut-être que le risque
que nous ne devrions pas encourir, c'est qu'on ne devrait pas accepter ce genre de discours, qui est de dire, une espèce d'égoïste, c'est-à-dire nous pensons qu'il faut accumuler des profits, de manière terrible. Je veux dire, cette année, je crois que c'est encore 80 milliards de dividendes. Qu'on comprenne bien, les dividendes, c'est la part des profits qui ne va pas dans l'investissement, qui ne va pas dans l'emploi, qui va dans la poche des gestionnaires. Qui s'accumule, au point même que, figurez-vous, les 500 plus riches de ce pays, depuis 2017, ils ont vu leur fortune doubler. D'accord ? Et c'est pas le SMIC quand ça double, c'est 600 milliards quand ça double, et c'est sur le dos de tout le monde. Éric Coquerel, en tant que président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, vous êtes allé il y a quelques jours au ministère de l'économie pour vérifier qu'il y a bien des Français fortunés qui ne paient pas d'impôts. Vous l'avez constaté. Quelle suite vous allez donner à ça ? La suite, c'est d'essayer justement de battre ce budget. Non, mais il n'y a pas de suite en justice? Non, en justice, non. Je ne sais pas. Non, parce que figurez-vous, je vais vous dire. Parce que moi, je pensais à une suite concrète avant. Non, parce qu'ils le font légalement. C'est ça qui est terrible. Grâce au macronisme, ils le font légalement. Pour que les Français nous comprennent bien, ce qu'a fait le macronisme, depuis 2017, il a produit une noblesse d'argent, qui est aussi réduite que l'ancienne noblesse par rapport aux tiers-États, par rapport à la population, et qui a des privilèges non seulement où ils s'enrichissent de leur vivant, mais en plus, ils enrichissent leurs héritiers avec des optimisations. Ces gens-là, c'est pas le fait, on ne demande pas qu'ils soient plus taxés, on demande juste qu'ils soient imposés comme tout le monde dans ce pays. Et ce qui se passe, c'est qu'ils le font légalement parce qu'il y a eu les instruments fiscaux donnés par M. Macron, notamment le bouclier du capital qui est la flat tax. Donc vous faites ce constat. Et donc, comment on combat ? On combat en battant ce budget qui ne touche quasiment pas assez aux revenus, moins que l'an dernier. Une question maintenant, est-ce qu'il y aura une première à gauche pour choisir le candidat de la gauche à la prochaine présidentielle ? Hier, à Tours, le principe a été lancé par plusieurs partis autour de Marine Tondelier, François Ruffin, Clémentine Autain, Lucie Castet et même Olivier Faure qui était là, bien que le PS n'ait pas encore donné son feu vert à une telle opération. À la France Insoumise, c'est clair, vous ne participez pas à ce genre de primaire, mais les organisateurs attendent quand même au moins 2 millions de votants. Ça pèsera. Oui, enfin, ils ont cumulé ce qu'ils peuvent espérer. Mais au-delà de ça, vous voyez la photo. Vous voyez la photo. Vous avez vu, il y a M. Baumel et M. Faure qui viennent d'appeler à ne pas censurer le gouvernement. Autrement dit, c'est des soutiens sans participation aux macronistes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire dans une primaire qui permet éventuellement que quelqu'un qui a pris cette position remporte cette primaire? Est-ce que vous pensez que si c'était le cas, si par exemple France Insoumise participait à cette primaire, ou même mes camarades qui ont tous voté la censure, ils vont accepter d'être représentés par quelqu'un qui a permis au macronisme de durer pendant 18 mois? Vous voyez bien que non. Et c'est pour ça qu'en réalité, toutes les primaires jusqu'à maintenant ont échoué à donner un vainqueur. Parce que donc cette primaire-là, elle est vouée à l'échec. Mais bien sûr, parce que ce qui se passe, c'est que aussitôt que l'un gagne, en plus de ça, sur des mesures qu'il pourra amener, ceux qui ne se sentent absolument pas représentés, parce qu'eux, ils estiment qu'il faut une gauche de rupture et non pas une gauche, on va dire, de retour à M. Hollande, d'accompagnement du système, ils diront non, je ne suis pas représenté. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans toutes les primaires. C'est pour ça que les primaires sont une machine à perdre depuis plusieurs années, et que là, ça sera la même chose. Alors, en plus de ça, j'ai cru comprendre que au Parti socialiste, c'est pas tranché. Il y a beaucoup de gens qui réagissent dès maintenant. Donc elle est morte d'avance, cette primaire. Elle est morte d'avance, cette primaire. Ça, c'est leur problème. Elle est morte d'avance, cette primaire ? En tout cas, elle ne donnera pas le vainqueur des prochaines présidentielles. Et j'ai tendance à penser qu'il y aura au moins 2 candidats. Enfin, moi, c'est ce que je souhaiterais. Candidat de la gauche que j'appelle d'accompagnement, qui c'est compatible avec le macronisme, les gens jugeront, et un candidat de rupture. Et dans ces cas-là, traditionnellement, c'est ce qui se passe à gauche. C'est qu'on prend la principale formation de ce camp-là, et en l'occurrence, c'est France Insoumise. On va accueillir maintenant Laurence Perron, journaliste politique à France Inter, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Laurence. Bonjour Francis, bonjour Éric Coquerel. La gauche divisée dans la perspective de la présidentielle, mais au municipal aussi. Oui, alors, et cette primaire, vous n'en voulez pas, et on regardait la photo tout à l'heure, et je me faisais la réflexion, c'est aussi la gauche de rupture. François Ruffin vote avec vous la censure, les écologistes votent avec vous la censure. Pourquoi ils ne vous suivent pas pour les municipales ? Ils ne suivent pas pour les municipales parce que j'ai cru, dans la plupart des endroits, c'est pas le cas partout. Oui, majoritairement, ils ne vous suivent pas. Je donne un exemple dans la circonscription à Saint-Denis, le Parti communiste part avec vous. Oui, mais globalement. Mais globalement, c'est vrai. Mais parce qu'ils ont accepté le choix du Parti socialiste, je vous rappelle, qui a été de dire on ne veut pas de France Insoumise. Parce que mais il est si fort que ça, le Parti socialiste, qu'il puisse les convaincre. Oui. Dans les municipales, oui. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'ils ont plus d'élus locaux et qu'ils ont une force qui est totalement inversement proportionnelle à ce que donnent aujourd'hui les élections nationales, où là, pour le coup, c'est les candidats de France Insoumise, législatives, présidentielles et même européennes maintenant, qui sont très largement en tête, enfin surtout présidentielles. Donc, ils décident quelque part, pour espérer garder des postes, en pensant que c'est plus profitable, de partir avec les conditions qu'impose le Parti socialiste, qui a été de dire au premier tour, on ne fera pas d'alliance avec France Insoumise. Je voudrais qu'on s'en rappelle, parce qu'on nous rejette le mistigris de la désunion,
Mais en même temps que M. Faure décidait de ne pas voter la censure de M. Bayrou, il y avait cette ligne politique qui était décidée, et ils ont même été jusqu'à dire, même ça sera au deuxième tour. On verra bien, mais c'est eux qui l'ont décidé. Alors, il y a des villes dans lesquelles ça va être problématique, notamment Paris et Marseille, où là, peut-être la gauche divisée, à cause de vous, pourra faire perdre les candidats. Est-ce qu'il y aura une consigne au second tour, quoi qu'il arrive, pour, face à la droite ou à l'extrême droite, rallier les listes pour barrer la route à la droite. D'abord, vous conviendrez une chose, c'est qu'à partir du moment où il y a cette consigne jamais avec France Insoumise, c'est normal que France Insoumise se présente dans des villes... On risque de faire par perdre exemple, la gauche. Oui, d'accord, mais là, qu'est-ce que vous nous proposez? On ne se présente pas? Non, mais au risque d'un second tour face à la droite ou à alors, l'extrême au deuxième tour, nous, ce que nous avons dit, contrairement à ce que disent les socialistes, qui, M. Grégoire, qui a exclu toute alliance, et c'est pareil à Marseille, nous, ce que disons, c'est que, par exemple, nous arrivons en tête, et nous tendons la main à la liste de gauche arrivée deuxième, pour dire, on vous propose de... Et si vous n'arrivez pas en tête? Attendez, au-delà de ça, Éric Coquerel, est-ce qu'il y aura sur le principe, quelle que soit la géographie... Une consigne que face à la droite ou à l'extrême droite... C'est la question. Vous allez... Ce qui est étonnant, c'est que moi, vous ne posez jamais la question aux socialistes de ça. Parce que eux, pour l'instant... Mais je vais vous répondre, mais eux, pour l'instant, ont des consignes, pas d'unité. Donc, je vous dis ce qu'on nous ferons si nous sommes en tête. Et si vous n'êtes pas en tête? Et si on n'est pas en tête, eh bien, on verra bien les conditions qui seront proposées par le principe, et on verra bien à la droite ou à l'extrême droite, juste le principe, ce sera le principe. Il n'y a pas de principe intangible. Figurez-vous, la force dans ce pays, à gauche, qui a toujours fait barrage à l'extrême droite, c'est nous. Bien. Le candidat à la présidentielle qui a tout de suite dit aux législatives, on demande pas une voix pour le Rassemblement national, c'est toujours nous, d'accord? Mais il faut peut-être poser la question à ceux qui imaginent la division. Merci Laurence. Demain sera débattue à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour lutter contre des formes renouvelées d'antisémitisme, c'est son titre. Ça prévoit d'inclure dans la loi tous les propos remettant en cause l'existence d'Israël, l'antisionisme aussi. Ce texte est porté par Caroline Yadan, députée Renaissance des Français de l'étranger, notamment d'Israël, qui vous attaque, vous, régulièrement, la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Est-ce que par cette loi, vous vous sentez visé, par hasard? On sent visé tous ceux qui se permettent de critiquer le gouvernement Netanyahou et Israël dans sa politique de colonisation et malheureusement de risques génocidaires à Gaza, pour reprendre les termes du tribunal international qui enquête sur cette affaire. Donc voilà, c'est très clairement quelque chose qui est fait, qui considère que critiquer aujourd'hui, c'est extrêmement dangereux, parce que ça considère que critiquer le gouvernement Netanyahou, critiquer l'État d'Israël, ça serait en réalité... faire de l'antisémitisme, ça veut dire que ça assimile de force tous les juifs du monde entier à la cause de M. Netanyahou. C'est extrêmement dangereux. En tout cas, la gauche s'y oppose. Le PS, par contre, s'est abstenu en commission des lois. Ouais. Donc, elle a des chances d'être adoptée. Ouais, je suis sidéré qu'il soit abstenu. Alors, j'ai vu que M. Faure avait condamné la PPL. J'ai du mal à comprendre. Bon, pourquoi? Parce que ce texte, il est très clairement indiqué. Mme Yadan n'arrête pas de le faire. C'est-à-dire, dans l'Assemblée, il faut bien considérer une chose. Aussitôt que vous faites une critique du gouvernement Netanyahou, vous avez Mme Yadan qui se lève en nous traitant de tous les noms. Bon. Donc, de ce point de vue-là, manifestement, c'est une machine de guerre en faveur du gouvernement Netanyahou et de sa politique qu'il mène. Je suis très étonné que les socialistes se soient abstenus. Ils peuvent changer d'avis encore. Je l'espère. Un tout petit mot très rapide. Thomas Coville a réussi à faire le tour du monde, le trophée Jules Verne, en 40 jours. Il est arrivé au large d'Ouessant, là on voit les images ce matin. Vous avez commencé, vous, dans la voile. Quand vous voyez Et figurez-vous, en plus, j'avais une entreprise qui a... Ce débo nous a donné la fonction à un moment donné de chercher un skipper et on a choisi Thomas Coville. Mais c'est la prouesse, voilà. 40 jours. Bravo à Thomas déjà et son équipe. 40 jours, c'est moitié moins que ne l'avait fait Bruno Perron en 90. Autrement dit, sur les grands multicoques, on a divisé par 2 la vitesse à laquelle on tourne autour du monde. Il n'y a pas un déplacement au monde qui a été aussi vite. Et moi, ce que je dis, non seulement c'est beau comme exploit sportif, mais figurez-vous, je pense que ça doit nous inspirer pour ce que j'appelle la propulsion vélique des bateaux de commerce. Autrement dit, je pense qu'à l'avenir, on reviendra à des grands bateaux de transport maritime décarbonés grâce au vent. Et rapide. C'est chouette. Et la France aura des atouts considérables grâce à tous ces gens-là qui font le... Merci Éric Coquerel d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique, à retrouver sur le site ou l'application France Info et sur la plateforme France TV.